peur. Je me suis dit, ici, il fallait que ça ne marche pas. C'était... Si je n'ai pas réussi, moi, à faire ça, ben là, il faut que je m'éclipse assez rapidement et puis que quelqu'un d'autre s'asseye. J'annonce aujourd'hui qu'à la fin de la session parlementaire de l'automne, je libérerai les postes de Premier ministre, de président du Parti québécois et de député de l'Assomption que les Québécoises et les Québécois m'ont fait l'honneur de me confier. Je suis, au fond, une sorte de patriote de l'ancienne vague, additionné d'un économiste technocrate, souvent sans armes. Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. 48 heures après le référendum, le calme est revenu ici, au Palais des Congrès, théâtre de beaucoup d'émotions pour les forces souverainistes qui se sont prises lundi à rêver de victoire. Ce soir, je vous propose donc de rentrer dans les coulisses d'un événement qui n'a pas fini de secouer le Québec, mais aussi tout le pays. La démission hier du premier ministre Parizeau nous a d'ailleurs bien montré que le séisme ne fait que commencer. Dans quelques minutes, vous allez entendre des entrevues que nous ont accordées Jacques Parizeau et Lisette Lapointe lundi après-midi, quelques heures avant la fermeture des bureaux de scrutin. D'entrée de jeu, je dois vous dire que tout ce que nous avons tourné lundi avec le premier ministre était jusqu'en fin d'après-midi hier sous embargo pour une période de 2 mois. Jacques Parizeau et son entourage avaient accepté de nous faire confiance et de nous donner un accès sans précédent tout au long de la journée de lundi afin de préparer un document sur l'histoire de cette importante journée. La démission de M. Parizeau change tout. Son bureau a accepté de lever l'embargo et nous avons donc choisi de ne pas attendre pour vous livrer ce document. Ce qui, en d'autres circonstances, aurait dû être un documentaire, ressemble plutôt ce soir à un entretien. Un entretien aux accents de testament politique. Vous êtes nerveux? Oui. Beaucoup? Très. Avez-vous souvenir d'un autre moment dans votre vie où vous avez été plus nerveux, peut-être? Jamais. C'est un moment étonnant. Écoutez, on se demande, là, si dans les quelques heures qui viennent, le pays apparaît ou apparaît pas. Ça donne des papillons, ça. Plus que des papillons. Parlons de... Je suis littéralement, là... dans un état où je ne sais plus très bien quoi dire ou ne pas dire. Vous me prenez à un moment tout à fait particulier. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais ce que je veux qu'il se passe. Enfin, on va voir. La campagne lancée dans un enthousiasme tout relatif au début du mois d'octobre est la conclusion d'une vie, d'un combat pour Jacques Parizeau, un souverainiste, un indépendantiste de la première heure. Avant d'entreprendre cette ultime bataille, le premier ministre sait que cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Jacques Parizeau ne sera pas le premier ministre d'une province au lendemain d'un nom. Les premiers jours de la campagne, dès lors, forcent certainement le politicien à bien évaluer ses options. Les sondages sont tristes pour les souverainistes. La passion du pays que veut communiquer Jacques Parizeau n'est pas encore au rendez-vous. Il compte peut-être ses jours à la tête du gouvernement. L'arrivée de Lucien Bouchard avec son effet tonifiant marque un virage qui redonne le sourire et l'espoir aux souverainistes. Quelques heures avant le scrutin, les sondages confirment que les camps du oui et du non sont au coude à coude. Une douce euphorie gagne le premier ministre lorsqu'il se présente au bureau de scrutin. Parlons de l'isoloir ce matin. Vous me direz que c'est un geste que vous avez souvent posé. Mais il reste que la valeur de ce X, pour vous, pour tous ceux qui ont à se prononcer, même vos adversaires,
surtout peut-être, diront-ils, a une portée que vous n'avez peut-être jamais sentie. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé ce matin pour poser ce premier X? J'ai fait l'imbécile. Moi, j'étais tellement ému que je suis allé directement à l'isoloir sans avoir le bulletin dans mes mains. Alors, on m'a ramené à la table pour que je ramasse le bulletin. Là, à l'isoloir, je voulais juste m'assurer d'une chose, c'est que je mettais ma croix vraiment devant le oui et pas le non. Hein. Alors ça, tout à coup, là, j'ai eu comme une sorte de flash en me disant « Trompe-toi pas, là, trompe-toi pas ». Puis je suis sorti, puis là encore, je ne savais plus à qui remettre le bulletin, si c'est moi qui devais déchirer ou pas déchirer. J'étais complètement à côté de mes pompes, moi, ce matin-là. C'est difficile à vivre des journées comme ça, parce que... Oui, c'est difficile à vivre. Mais c'est... Écoutez, c'est exaltant, c'est extraordinaire. Quand on dit qu'on fait l'histoire, là, ben, c'est ça qu'on veut dire. Est-ce que vous avez l'impression, parce que je sais, on en a souvent d'ailleurs conversé, que vous êtes amant de l'histoire, vous avez beaucoup lu des biographies, vous vous êtes inspiré de grands hommes qui ont façonné l'histoire. Est-ce que vous chaussez aujourd'hui la pointure de ceux qui font l'histoire? Ben ça, parce que c'est le sentiment on détermine jamais ça à soi-même. Je ne sais pas, on peut perdre, on peut gagner là, dans les heures qui viennent. J'espère, je pense qu'on va gagner, mais enfin, on ne sait jamais. Mais oui, c'est vrai que j'ai l'impression que moi, là, personnellement, j'aboutis après des années d'efforts. J'ai toujours été extraordinairement sensible à l'idée que les choses se font lentement en démocratie et de façon persistante. C'est très rare qu'une décision majeure soit prise rapidement parce que tout le monde, tout à coup, s'est rendu compte que c'est ça qu'il fallait faire. Ça prend du temps. Et là, quand vous avez passé des années et des années et des années, toujours dans le même sens, toujours essayer de faire aboutir les choses, et que le jour où ça aboutit, ben, c'est le jour d'aujourd'hui, oui, j'ai l'impression de ne pas avoir démérité. Les 4 années, là, les 4 élections, ce qu'on ne voulait pas en 92, et puis le Bloc en 93, puis le Parti québécois au pouvoir en 94, puis 95, enfin la décision quant à ce qu'on veut. Oui, j'ai l'impression qu'avec pas mal de gens, on est en train de faire l'histoire autrement qu'avec des fusils, autrement qu'avec de la violence, autrement qu'avec, bon, tout ce qu'on connaît dans des circonstances analogues. Oui, c'est un grand moment pour moi, c'est vrai. Si c'est oui, alors oui. Là, déjà, c'est plus joyeux pour vous. Quel sera le plus important geste que vous aurez à poser? Vous avez certainement calculé tout ce que vous ferez de toute façon pour les prochains jours, si c'est oui. J'imagine que le plan de match est à la seconde près. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit, oui. C'est arrêté. Là. Il y a plus, pour vous, il n'y a plus de surprise. Si c'est oui, vous savez ce que vous faites. Oui. Donc, le geste le plus important, le plus significatif que vous aurez à faire très tôt, c'est celui qu'on n'aura pas posé. C'est-à-dire la conscience qu'il y a dans la communauté financière qu'on ne peut pas traverser l'espèce de gestion du dollar monté actuellement. Ça, on sait bien qu'on nous attend là-dessus. On sait bien que... Et alors là, et du côté des autorités fédérales et du côté des autorités à Québec, on est prêt. Le seul fait qu'on soit à ce point près et qu'on sache qu'on est à ce point près, je pense, va représenter une défense remarquable, très importante. Il faut que les premiers jours se fassent dans le calme. Dans le calme. Je pense que les dispositions sont prises pour ça. Parce que, en campagne, souvent, j'ai eu à vous questionner, d'autres ont tenté de le faire, il était, j'imagine, et c'est acceptable d'un point de vue tactique, quasi impossible de reconnaître qu'il y avait quelque risque que ce soit au lendemain d'un oui. Ça se dit pas, ou à peine. Bien sûr, c'est pas... mais c'est que fondamentalement aussi, on n'est pas complètement... On a pris le pouvoir avant de faire le référendum. En prenant le pouvoir, on est capable de prendre un certain nombre de dispositions. Moi, je sais très bien, à l'heure actuelle, le nombre de projets d'investissement qu'on va pouvoir annoncer et déclencher dans les jours qui suivent.
avec l'aide du fédéral, d'ailleurs, d'un fédéral qui ne sera pas très ravi de ça, mais on n'a pas le choix, les plans sont prêts. Je sais aussi à quel point c'est important, comme je le disais tout à l'heure, que sur le plan des marchés financiers, il y a le plus de calme possible. Et puis d'autre part, il y a une troisième chose qui me paraît très importante, fondamentale même, c'est que ailleurs, mais singulièrement à Ottawa, on sache qu'on est sérieux, on sache qu'on y va. Et là, vous allez voir, c'est vrai, là, vous êtes sur l'embargo. Bon. Oui. Si c'est oui ce soir, je convoque l'Assemblée nationale dans les 48 heures. Vous le savez, c'est prêt. Les brefs sortent demain matin. Ce que je voulais savoir, c'est si à un moment donné, vous allez ou il sera possible de concéder, parce que c'est la question qui nous a le plus sans doute tarabusté, est-ce que vous, le premier ministre, saviez qu'il y avait possibilité, qu'il y aura peut-être turbulence, c'est le moins qu'on peut se dire peut-être, au lendemain d'un oui. Parce que c'est clair que ça va surprendre, ça va choquer. Les marchés financiers étant ce qu'ils sont, vous les connaissiez très bien, ils sont chatouilleux. Oui, je comprends. Et non seulement non, c'est plus qu'ils sont chatouilleux, il y a des gens qui vont essayer. Bon. L'important, c'est qu'ils perdent de l'argent. S'ils en perdent, ils verront où sont leurs intérêts rapidement. C'est ça. Alors, l'important, c'est la gestion, au fond, de la première journée. C'est demain, donc, que ça se passe. C'est demain, là. C'est demain. Si ceux qui veulent jouer perdent suffisamment d'argent, il va se produire ce qui s'est passé lundi dernier. Ça va remonter le lendemain. Alors ça, c'est toute une gestion. Hein. Ben oui, mais on a des gens très, très alertes à ça. Vous aviez trouvé un ministère des Finances qui, à vos yeux, me dit-on, était un peu engourdi, mais oui, qui rapidement... Oh là, mais qui s'est remis sur ses pieds. Bon, alors les outils défensifs dont on parle, c'est certainement la Caisse de dépôt, qui est très prête. Évidemment. Beaucoup de liquide? Ah, ah. On parle de centaines de millions de dollars? Non, ça c'est la petite caisse. La grosse caisse, de quelques milliards de dollars. Pour acheter, par exemple, des obligations, si besoin était, pour éviter que le cours s'effondre? Plus vous achetez bas, c'est le principe du yo-yo, plus ça va remonter. Alors, vous êtes prêt à acheter, vous, demain? Ben voyons. Le gouvernement du Québec sera prêt à acheter en masse. Mais des obligations canadiennes, à la rigueur? Pas à la rigueur. Surtout pas? Ben, nous sommes les co-défenseurs du dollar canadien. Moi, je suis un chantre du dollar canadien. Je le trouve admirable, le dollar canadien. Je vais l'appuyer, le dollar canadien, avec la Banque du Canada, avec la Caisse de dépôt, avec le ministère fédéral des Finances, avec le ministère de Québec des Finances. Et tout le monde appuie ce glorieux dollar canadien. On ne le laissera jamais tomber. Et ça, on doit vous croire, comme vous m'avez dit en début d'émission, quand je dis quelque chose, il faut me croire à sa face même. Voulez-vous, s'il vous plaît, me croire? Alors là, là-dessus, on peut dormir tranquille. Voilà. Il n'y a pas de dessin éloigné d'un dollar québécois. Non, d'aucune façon. Vous ferez avec le dollar canadien que vous supportez. Absolument. Est-ce que c'est pas J'en suis le chantre. Est-ce que c'est pas le message le plus clair que vous pouvez envoyer à Ottawa demain que de soutenir le dollar canadien? Est-ce que il est déjà envoyé à Ottawa. C'est-à-dire qu'ils le savent? Bien sûr, ils le savent. Et pour Ottawa, quand vous disiez aussi l'autre partie importante du match, c'est qu'ils voient qu'on est sérieux. C'est ça. Comment faire la preuve, sans l'ombre d'une hésitation, que vous êtes sérieux avec Ottawa demain et pour le restant de la semaine? Il faut convoquer l'Assemblée nationale et consacrer la question que le peuple a approuvée. Les gens disent oui à la question. C'est vraiment ça qui se passe ce soir. S'ils ont dit oui à la question, là, l'Assemblée nationale, qui dispose du pouvoir remarquable de proclamer la souveraineté du Québec, l'Assemblée nationale doit être saisie d'une résolution ou d'un projet de loi, enfin d'une loi, qui consacre la question. Mais c'est toujours pas la proclamation de la souveraineté. Non, mais c'est l'Assemblée nationale commence par s'imposer l'obligation d'avoir un jour à proclamer. Et alors là, tout le monde comprend que nous sommes sérieux, que c'est d'un vote de l'Assemblée nationale que ça décidera. Partenariat entre nous, là, puisqu'il n'y a que nous ici. Vous y croyez? Parce que là, s'il faut vous croire quand vous parlez, vous avez été plutôt dubitatif à chaque fois qu'on vous en a parlé. Bon, moi, pendant longtemps, je suis parti du principe que cette affaire-là, ça ne se produirait jamais. Et pour ça que j'ai pris mes dispositions pour qu'on puisse faire la souveraineté du Québec sans conséquences économiques ou financières particulièrement délétères. C'est pour ça que j'ai été si souvent à Washington, c'est pour ça que j'ai fait tellement. Bon. Quoi qu'il en soit, là, il apparaît clairement à l'occasion des commissions régionales. Quand je dis que je les ai écoutées, les commissions régionales sur l'avenir du Québec, je les ai vraiment écoutées.
D'abord, ils veulent ça. Ils veulent un nouveau partenariat. Les Québécois, ils veulent ça. Puis d'autre part, quand on fait abstraction de certains des discours de politiciens du Canada anglais, on se rend compte que chez les Canadiens anglais, il y a aussi une sorte de demande de ça. Bon, je dis très bien, faisons-le. Écoutez, dans des cas comme ça, c'est pas les politiciens qui ont raison, c'est les gens qui ont raison. S'ils en veulent un, la moindre des choses, c'est qu'on leur propose. Comment ça tournera? Qu'est-ce que les politiciens canadiens anglais vont en faire? J'en sais rien. Mais une chose est claire, on va le proposer. Et vous avez donné une chance aux négociateurs québécois? C'est pour ça que la question de la commission de surveillance des négociations, qui est une idée de l'ADQ, de M. Allaire et Dumont, là, est intéressante. On y nomme des gens qui sont pas politiquement actifs de quelque façon que ce soit, mais qui vont se rapporter à l'opinion publique, siéger à toutes les tables de négociation, dire les gens sont de bonne foi ou ne sont pas de bonne foi. C'est très important, ça, ce mécanisme de surveillance. Parce que je l'ai déjà dit, je ne suis pas l'homme le plus crédible de faire passer une affaire comme ça. Et vous aurez de la patience? Parce qu'on va jouer, pardonnez l'expression, sur vos nerfs. Là, ça va être tendu entre Ottawa et Montréal et Québec. Regardez-moi depuis 5 ans. Est-ce que je n'ai pas été persistant et vous le serez patient? encore? Oui, je le serai encore, bien sûr. En fin d'après-midi, au bureau du premier ministre, boulevard René-Lévesque, Jacques Parizeau est confiant. La victoire est au bout des doigts. Il aura peut-être à proposer au cours des prochains jours son partenariat au Canada. Et en cas de victoire, un message est d'ailleurs enregistré pour les télévisions du pays. Les marchés financiers, le Canada et surtout les électeurs devront être rassurés. Dans les corridors, les conseillers sont fébriles. La machine est prête pour mettre en place le plan A, le plan de la victoire. Il ne reste plus qu'à attendre, impuissant. Les électeurs auront le dernier mot. Le sondeur en titre du Parti québécois, Michel Lepage, est lui convaincu que cette fois-ci est la bonne. M. Lepage, ça fait longtemps que vous sondez les Québécois? 20 ans. Les premiers sondages que j'ai faits pour le Parti québécois à l'époque de M. Lévesque, c'était en 1975. Là. 20 ans déjà. Les bureaux de vote vont être fermés dans 3h15 minutes. Est-ce que vous osez une prédiction à ce moment-ci de la journée? Oh, oui, je pense qu'on va gagner. Je vous donnerai pas de pourcentage, mais le oui va gagner. Très serré ou plus confortablement qu'on pourrait l'imaginer? Oh, ça sera peut-être une possibilité, mais là, j'ose pas l'envisager. On va dire que ça serait, bon, à l'heure actuelle, on peut garantir qu'on gagne, mais... Vous garantissez que vous gagnez? Non, garantissez. Là, je veux dire, disons, on pense qu'on va gagner, mais bon, on va dire plus serré que confortable, là, mais on va gagner. La bonne humeur de Michel Lepage se communique rapidement dans le bureau du premier ministre. Même le chef de cabinet, Jean Royer, qui n'a pas l'habitude de sourire pour rien, cache difficilement sa joie. C'est que les nouvelles sont bonnes? Oui, les nouvelles sont bonnes. Et vous êtes fin prêt, semble-t-il? Oh, bien ça, on l'est depuis longtemps. Tu parles dans l'éventualité d'un oui? Oui. Oui, on l'est depuis longtemps. Je dirais que l'ensemble des scénarios sont prêts et vont être opérationnels à partir de ce soir. En début de soirée, lorsque le premier ministre arrive au Palais des Congrès, son entourage entrevoit même la possibilité d'une victoire à hauteur de 52 %. Pourtant, Jacques Parizeau n'affiche aucun enthousiasme. Le visage grave, il écoute les résultats en compagnie de sa femme, conscient que rien n'est encore gagné. Le vieux renard de la politique ne veut succomber à aucun mirage. À cet instant, alors que les minutes passent, que les résultats commencent à débouler, Jacques Parizeau s'est peut-être rappelé qu'à son réveil le matin même, il a eu peur de perdre. Au risque d'être trivial, je me demande comment ça se passe ou comment ça s'est passé dans votre tête ce matin quand vous êtes réveillé. Vous avez dit, c'est aujourd'hui le jour. À quoi vous avez pensé? J'ai eu peur. Je me suis dit, s'il fallait que ça ne marche pas. C'était... Vous y avez pensé? J'avais pas ça hier soir. Hier soir, je me disais, bon, ça va bien. Oui, c'est vrai, écoutez. Vous vous rendez compte de la responsabilité que ça représente à l'égard de milliers puis dizaines de milliers de gens que j'ai amenés dans cette aventure depuis des années. Et je dis « je » parce que, écoutez, souvenez-vous, quand je suis revenu aux affaires politiques, moi, en 88 ou 89, il y a personne qui donnait un gros sou noir, comme on disait autrefois, pour la souveraineté et pour l'avenir de tout ça. Puis j'ai entraîné des dizaines de milliers de gens avec moi. Et puis oui, forcément, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, mon Dieu, j'espère que ça va marcher, j'espère.
Parce que vous mesurez aussi qu'il y a la responsabilité première, dans votre cas, de faire passer votre option ce soir, mais il y a celle probablement beaucoup plus lourde, qui est celle de commencer demain et de ne surtout pas décevoir tous ces gens qui ont investi leur cœur, leur ventre avec vous. Pensez que des dizaines de milliers de gens en sont rendus en 4 ans à leur 8e campagne de financement. Qu'à coût de 20 ou de 50 ou de trucs comme ça, là, ils sont allés chercher 32 millions. Sur quoi? Sur la bonne mine, sur un objectif, sur un idéal, sur un gars qui leur paraissait avoir un certain bon sens. C'est une sacrée responsabilité, M. Bureau. Parce que ça transcende bien largement le rôle de premier ministre, ça. Celui Ça n'a de pas beaucoup de faire. rapport. Ça n'a pas beaucoup de rapport. C'est l'entraîneur, là. C'est celui qui a amené tellement de gens derrière lui. Ça a commencé quand, à un moment donné, on me suggérait de revenir en politique. Puis j'avais dit, écoutez, je reviendrai si le nombre de membres au Parti québécois augmente rapidement. Dans les semaines qui viennent, j'aurai une bonne augmentation du nombre des membres. Et tout à coup, 10 000 personnes sont devenues membres du Parti québécois en quelques jours. J'ai dit, bon, ben voilà. Mais c'est une responsabilité que vous prenez à l'égard de ce monde-là. C'est un cas, vous parliez de ces doutes ce matin, ou de ce doute, Ah oui. où vous vous dites, pour moi à tout le moins, ça passe ou ça casse. C'est aujourd'hui, où je serai plus celui qui pourra... Ah, bien, bien sûr. Moi, je pense que c'est tout à fait évident. Ça va de soi. J'ai essayé de faire en sorte que ça aboutisse, que les meilleures circonstances soient regroupées pour que ça aboutisse, que tous les enthousiasmes convergent pour que ça aboutisse, pour que ceux qui défendaient le non aient le moins de crédibilité possible. Bon. Si j'échoue, il faut que je puisse me dire, si j'ai échoué, c'est moi, c'est ma faute. C'est parce que je n'ai pas été assez habile, assez rassembleur, c'est ma faute. Et là, évidemment, j'en tire les conclusions, on se comprend bien. Je vais pas... Il ne faut jamais s'imposer dans des circonstances comme celle-là. L'indépendance d'un pays, c'est pas... comment dire, c'est pas quelque chose de passager, ça. Si je n'ai pas réussi, moi, à faire ça, ben là, il faut que je m'éclipse assez rapidement et puis que quelqu'un d'autre s'asseye. La cause du peuple québécois est bien plus importante que la cause de Parizeau. La cause de Parizeau, il n'y a pas de cause de Parizeau. C'est fondamental. C'est fondamental, ça. C'est donc dire que ce soir, on est à quelques heures du verdict, si d'aventure vous apprenez que le Québec choisit de dire non, vous porterez très rapidement le chapeau, comme vous venez de le dire. Absolument. Absolument. Et il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute dans mon esprit là-dessus. Et vous voyez, depuis quelques semaines, on me disait, et si c'est non, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je disais toujours de façon un peu facétieuse, allez donc demander si c'est oui à Chrétien ou à Johnson, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au fond, c'était une façon pour moi de me débarrasser de la question. Mais on se comprend bien, là, nous sommes à quelques heures du scrutin. Et puis, il y a un embargo sur ce qu'on se dit. Bon, ben moi, je vous le dis clairement, il n'y a pas un doute dans mon esprit que si c'est non, ma phase utile dans ce domaine est terminée. J'aurais ramassé des circonstances qui se prêtaient bien à une décision, mais quelque part en chemin, j'aurais pas réussi à avoir comment dire, ce surcroît d'âme, comme on disait autrefois, qui fait que ça passe. Vous resterez tout de même premier ministre et aux affaires quelque temps? Mais pas longtemps. Vous avez déjà donc choisi de faire votre deuil de la fonction si c'est pas... Mais je vous ai toujours dit, moi, je suis en politique pour faire la souveraineté du Québec. C'est pas nécessairement pour gérer des choses. À l'époque, quand j'étais conseiller économique et financier, moi, de Lesage ou de Daniel Johnson de père, j'ai sucé tous les sucres du goût du pouvoir et puis de la gestion. Écoutez, j'ai mon âge. On ne se cramponne pas, c'est ridicule. À mon âge, de se cramponner, c'est complètement ridicule. Si on n'a pas réussi à amener tous ces gens à dire « il nous faut un pays », eh bien voilà, on en tire les conclusions.
Je termine le volet de ce que vous aurez à dire si c'est non ce soir, parce que pour ce que j'en sais, il y a très peu de gens qui sont au courant du message que vous livrerez. On me dit 4 personnes. Oui. La substance, ça sera d'annoncer que ce que vous venez de nous dire? Si c'est non? Oui. Oui, oui, bien sûr. Pour vous, personnellement, vous avez mesuré l'impact que ça représenterait? Mais je n'ai jamais fait autre chose que ça. Ça a toujours été clair. Je pas de... Vous êtes donc prêt quand même? Je suis un persistant. Ben oui, évidemment que je suis prêt. Je suis un persistant. Je pas... Mon gros problème en politique, moi, ça a toujours été d'être cru. Je dis quelque chose, tenez, la date du référendum, éternel de Dieu, je ne sais pas combien de journalistes ont passé leur temps à me dire, mais vous êtes vraiment certain que ça va être à peu près à cette époque-là? Ben, vous n'allez pas le retarder. Qu'on me croit. Je sais pas de... Il n'y a pas d'ombre dans ce tableau-là. Je me rappelle d'une entrevue qu'on a faite en juin dernier. Vous m'avez dit peut-être un des problèmes que j'ai eu au cours de ma carrière politique, c'est que j'avais peut-être, quant à la souveraineté, l'air trop radical, qu'il y avait des impressions, qu'il fallait gommer un peu ça. C'est un peu de ça qu'on parle. C'est ça dont on parle. Quand vous dites « je suis cru » ou « j'ai... » Ah oui, mais c'est de ça dont on parle. Je ne suis pas un vrai politicien. J'ai beaucoup de difficultés à être un politicien. Je suis, au fond, une sorte de patriote de l'ancienne vague, additionné d'un économiste technocrate, souvent sans âme. Ça fait une drôle de combinaison. C'est assez curieux comme mélange. Mais c'est ça. Souvent sans âme, c'est parce que mes adversaires... une confession lourde. Non, c'est une accusation que mes adversaires me livrent souvent. C'est que devant certains problèmes techniques, je les règle de façon technique. Alors que si j'étais plus politique, j'arrondirais les angles. Tenez, il n'y a pas d'appui plus solide du docteur Rochon et de ses réformes que moi. Parce que je comprends très bien ce que ça peut représenter sur le plan de la réaction de beaucoup de gens que de voir des hôpitaux de soins de courte durée fermés. Mais je sais, parce que j'ai vu les chiffres, qu'il y a tellement de ces lits-là qui sont en trop, qu'il faut les fermer, qu'il faut déplacer les ressources vers les lits de soins prolongés, vers les centres d'accueil, vers les services à domicile. Je le sais, j'ai examiné ça. Ça fait 15 ans que je suis dans ces calculs-là. Je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui allait faire la job, comme on dit. Puis enfin, j'ai trouvé de Rochon. Et le plus solide appui que Rochon a, c'est moi. Parce qu'il faut faire ça. Si ce soir, évidemment, on en est aux hypothèses, de votre point de vue, ça ne passe pas. Et donc, pour vous, vous aurez livré ce que vous aviez à livrer comme combat. Vous êtes à même de mesurer ceux qui auront à reprendre le flambeau, et votre sourire anticipe déjà ma question. Pensez-vous que c'est lui, M. Bouchard, qui sera le... Parce que vous avez vu l'impact qu'il a eu dans cette campagne? Bien sûr, il y a eu un très grand impact dans cette campagne. Mais il y a bien des dimensions à ça. Par exemple, est-ce que ça ne devrait pas être une femme? Il y a dans la société québécoise à l'heure actuelle un mouvement vers l'égalité des hommes et des femmes qui est quelque chose d'extraordinairement aigu. On ne s'en rend pas compte, on ne veut pas en parler. Mais dès qu'on aborde ces questions, on se rend compte à quel point. Est-ce que c'est le moment? Là, je ne cherche pas à orienter quoi que ce soit, mais n'allons pas trop vite aux évidences. N'allons pas trop vite aux évidences. Moi, je ne suis pas... Justement, dans la foulée de ce que vous venez de dire, vous qui êtes capable de répondre à des problèmes techniques par des réponses techniques et qui parlez de ce qu'il y a une longue percolation pour la démocratie, ça descend, ça décante tranquillement. Est-ce que l'arrivée, justement, de M. Bouchard, qui a fait appel au sentiment, qui a créé une passion, n'est pas une arme à double tranchant, dans la mesure où c'est peut-être une adhésion rapide, enthousiaste, mais qui n'a pas le même parcours que ceux qui, depuis toujours, sont derrière l'option. Pour les quelques ceux qui, depuis... il disait, j'apporte 5 % au mouvement souverainiste récemment. Mais par le cœur, par le ventre. Oui, mais c'est qu'une des dimensions. Quand on a tout fait et qu'il manque ça,
Eh bien, on ajoute ça. Est-ce que c'est important sur le long terme? Est-ce que ça l'est de façon ponctuelle? Ça, il faut attendre que la poussière retombe. Mais il faut bien comprendre, c'est... J'avais été très impressionné, moi, en 1980, qu'on avait commencé dans l'enthousiasme le débat référendaire et qu'on l'avait fini dans les chiffres. Puis que ça avait fait peur à tout le monde. Là, cette fois-ci, je m'étais promis de commencer dans les chiffres puis de terminer dans l'enthousiasme. Puis on a terminé dans l'enthousiasme. Puis Bouchard est largement responsable du fait qu'on a terminé dans l'enthousiasme. Et c'est très beau et c'est très bien. C'est dans la perspective de la mouvance politique, c'est un moment. Est-ce que ce moment-là se traduit par quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus important? On verra. Là, pour le moment, la décision doit être prise et si tant est que c'est oui, ça sera pour une bonne part dû à l'enthousiasme que Bouchard a réussi à susciter. Et c'est très bien comme ça. Vous lui êtes redevable pour ça? Bien sûr, je suis redevable. Vous le sentez comme ça? Ben oui, mais évidemment. Maintenant, là, il y a aussi un aspect du technocrate. Là. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Ça aussi, il y a de ça chez moi, j'ai toujours été. Je ne sais pas si ce qu'on en a dit est vrai. Je sais qu'on a tenté, nous tous de la communauté, de voir s'il y avait un fondement. On nous a dit, on a dépecé les indices. Pendant un certain temps, dans la campagne, on a demandé à M. Parizeau d'être plus discret pour donner à M. Bouchard la pleine dimension de son effet. Et je regardais, et je vais calibrer la question parce qu'elle n'est pas facile à poser. Je regardais cette semaine, par exemple, la couverture internationale américaine. M. Bouchard avait un rôle très grand. On parlait beaucoup de lui, on le voyait en entrevue. Et vous me disiez en début d'entrevue, vous savez, c'est le point d'aboutissement logique de toute ma vie, c'est vrai. Et on ne vous a pas vu beaucoup, spécialement aux yeux de la presse étrangère, comme si la souveraineté était advenue par le... Ça ne vous embête pas? Mais non, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Vous le pensez sincèrement? L'ego disparaît dans ces circonstances. Non seulement je le pense sincèrement, mais dans ces scénarios qui avaient été envisagés, à un moment donné, mon chef de cabinet, Jean Royer, à l'égard du qui j'ai beaucoup de confiance, hein, il a un jugement épatant. Il est venu me voir, puis il m'a dit, bon, ben patron, là, il est temps de faire passer Bouchard en avant. Puis j'ai dit, sur quoi vous basez là-dessus? Puis il m'a montré un certain nombre de choses dans des sondages, etc. Puis 10 minutes plus tard, j'ai dit, vous avez raison, on y va. C'est tout. 10 minutes ça, plus tard? C'est l'aspect, oui. Ça, c'est l'aspect technocrate dont je parlais. Oui. Hein? Vous savez, il faut gagner. Mais je sais, parce qu'on ne fait pas votre métier, mon métier sans doute, sans avoir un ego à la bonne place aussi. Est-ce que ça... Oh non, l'ego, comment dire, il s'atténue. L'ego, on fait des compromis avec l'ego au fur et à mesure où le temps passe. Quand on commence en politique, c'est très important, l'ego. Après un certain nombre d'années, on se rend compte que, comment dire, les choses importantes passent avant l'ego. Donc ça, l'ego... Donc le technocrate... Écoutez, entre nous, là, j'ai été tellement injurié depuis 4 ou 5 ans. Mais regardez-moi la plupart des éditoriaux qui ont été écrits ici, à Toronto. Enfin, quand vous avez été injurié à l'année longue, qu'on est l'ego, hein, on s'en fout pas mal. Là. On veut simplement que l'affaire aboutisse. Le résultat seulement compte. Il n'y a que le résultat qui compte. Je n'ai jamais vu quelqu'un injurié comme j'ai pu l'être. Enfin, ça, c'est quelque chose d'inimaginable. La grosse presse, les éditoriaux de la grosse presse pendant 5 ans, c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Alors, à un moment donné, au début, ça choque. Au début, on se dit, ça n'a pas de bon sens. Au début, on se dit, c'est effrayant, des choses pareilles. Les années passent, puis finalement, ça devient de moins en moins important. Puis là, on regarde ça comme une partie d'échec. Et on dit, bon, qu'est-ce qu'on avance? L'important, c'est le résultat. On va voir. Lundi midi, lorsque j'ai interviewé le premier ministre, sa femme, Lisette Lapointe, assistait à l'enregistrement. Inutile de vous dire qu'après l'entrevue, elle est restée bouche bée. Il n'était manifestement pas prévu au plan de match que Jacques Parizeau annonce son intention de se retirer en cas de victoire du non. Madame Lapointe a accepté de nous parler après avoir entendu son mari. Madame Lapointe, vous venez d'entendre votre mari. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que vous avez appris, que vous ne saviez pas encore? Est-ce que ça se peut? Non. Ce sont des choses auxquelles, bon, qu'on a discuté depuis longtemps,
depuis un bon bout de temps, mais je vous avoue que de le voir à travers le moniteur, j'étais dans la pièce à côté, ça m'a donné tout un choc. Parce que je sais à quel point, quelle que soit l'issue ce soir, il y a tellement de gens qui lui font confiance, qui l'aiment, qui veulent, qui continuent à se battre pour le Québec. Ça m'a fait un choc, oui. C'est vrai, je m'excuse, c'est un petit peu difficile. Parce que c'est un coup quand on voit à quel point c'est résolu. S'il fallait que, par exemple, ça soit non ce soir, le plan de match est très clair pour lui, hein? C'est très clair. C'est très clair. Peut-être qu'il y aura des... peut-être que des événements le feront changer d'avis. Peut-être que des gens le convaincront de faire autrement. Mais pour lui, il a mis toute sa vie. Il a mis toute son énergie, un petit peu comme vous disiez, l'ego, tout ça a été mis de côté. Plus on était nombreux, plus on pouvait gagner, même si c'était, même si on semblait dire un peu autour de lui, mais oui, mais vous, là, vous êtes un peu moins populaire que M. Bouchard, etc. Ça n'avait aucune importance pour lui. Tout ce qu'il voulait, c'est que les Québécois se disent oui, et puis ensemble, ensuite, que d'autres, ou lui-même et d'autres, puissent faire avancer le Québec. C'est ça. Jacques Parizeau, c'est un homme très franc. Je pense que les gens ne savent pas toujours que les personnes politiques peuvent être d'une franchise et d'une sincérité totale. Mais Jacques Parizeau est un homme politique, est un Québécois avant tout, mais un homme politique très, très franc. Alors, vous suivez deux choses intéressantes. Bon, il y a évidemment cette question du retrait délibéré, accepté, de M. Parizeau à un moment donné dans la campagne, puis évidemment la suite des événements, si on réussit à le convaincre. Alors, je commence par ça. Serez-vous de ceux qui conseilleraient à M. Parizeau de rester aux affaires? Pour ce que vous en savez? Enfin, moi, j'essaie depuis quelques jours de lui dire, écoute, si jamais, je pense que ça va être un oui, mais si jamais c'est un non, ne prends pas de décision trop rapide. Attends de voir ce qui va se passer par la suite. Je pense que toutes les personnes, les milliers, les centaines de milliers de personnes qui ont mis des énergies, beaucoup de cœur puis d'énergie dans cette campagne, ces gens-là, il faudrait peut-être attendre un peu que la poussière retombe avant de prendre une décision. Peut-être continuer à faire les réformes. Il vous a dit qu'il était un technicien, un technocrate sans âme. Bon, il aime bien se définir comme ça, mais moi, je le connais comme homme très près des besoins des gens, vous savez, très, très, très sensible. Ce qu'il a fait depuis un an, tout a été axé sur l'égalité des chances. Et puis, il y a encore pas mal de travail à faire, hein, pour faire tourner cet immense bateau. Ça ne tourne pas d'un seul tour de roue. Moi, je pense qu'il devrait continuer un petit bout de temps, même si c'est non. Alors, certainement que je vais le conseiller dans ce sens-là. Je ne sais pas si je réussirai. Et puis, il y a cette question donc, que vous avez aussi soulevée, celle du retrait. J'en ai parlé tout à l'heure avec M. Parizeau. C'est pas facile. Nonobstant l'affaire de l'ego ou des égos, il reste que vous aimez cet homme. Et vous avez vu, comme moi et comme d'autres, effectivement, sur le fil d'arrivée, être un peu coiffé dans les médias, dans la reconnaissance, par Lucien Bouchard, qui, à toutes fins utiles, est arrivé plus tardivement dans la lutte. Ça vous a fait un pincement au cœur. Je parle de la femme qui est amoureuse de M. Parizeau. Ça serait légitime. Bien, écoutez, je sens quand même... C'est certain que j'aurais aimé que mon mari, que Jacques, ait, en fin de compte, tout le crédit pour ce qu'on va obtenir ce soir. Bon. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui appartient au peuple. Ça n'appartient pas qu'à une seule personne, qu'à un seul chef politique. Et je dois vous avouer que je suis contente quand même que M. Bouchard ait ramené la ferveur dans cette campagne. Il fallait cette ferveur-là. Puis c'était vraiment aussi... Jacques Parizeau était conscient de ça. Il était conscient qu'on ne pouvait pas continuer simplement, là. Le nom sortait les fantômes du garde-robe, et puis bon, on y allait de chiffres et d'autres chiffres. Lucien Bouchard, il a ramené ça tout près de M. Lévesque. Vous savez, on s'est ressenti par la présence de M. Bouchard, un petit peu comme on se sentait en 80, au niveau de l'émotion. Mais ça n'enlève rien à Jacques Parizeau, parce que les gens, tellement de Québécois, tellement de militants, ont confiance en Jacques Parizeau pour la suite des événements. Vous savez, quand on doit gagner, je pense qu'on doit mettre tous nos efforts ensemble, chacun ses talents,
Puis c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je suis très fière de la campagne que Jacques Parizeau a menée, je vous le dis. C'était une belle campagne, propre, intègre. Une campagne très près des gens, sur le terrain. On sort de là très heureux, je vous le dis, là. Si on a un oui, ben c'est le bonheur, c'est certain. Le verdict populaire en aura décidé autrement. Jacques Parizeau en a pris acte et, malgré les conseils de son entourage et de sa femme, n'a pas attendu longtemps avant de tirer sa révérence. J'annonce aujourd'hui qu'à la fin de la session parlementaire de l'automne, je libérerai les postes de Premier ministre, de président du Parti québécois et de député de l'Assomption que les Québécoises et les Québécois m'ont fait l'honneur de me confier. Dans l'intervalle, comme Premier ministre, je m'emploierai à faire avancer plusieurs dossiers importants pour la bonne marche du gouvernement et pour l'avenir de nos compatriotes. Des décisions importantes, certaines difficiles, doivent être prises, j'y veillerai. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont fait avec moi ce bout de chemin, et je sais qu'ils seront encore plus nombreux dans les mois et les années qui viennent. Je ne serai certes plus à leur tête, mais ils peuvent compter sur moi. Je serai toujours à leur côté. Merci. Il faut dire que le discours de lundi, imprévisible, déconcertant, a fort probablement contribué à accélérer le processus. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61 % à voter oui, on sera 63 ou 64, et ça suffira. C'est tout. Avant de monter sur scène lundi soir, le premier ministre jette un coup d'œil à quelques notes qui ont été préparées par ses conseillers, mais choisit plutôt d'improviser son discours devant les militants réunis au Palais des Congrès. Les mots sont dits, l'impact immédiat, la gronde est vite palpable. Jacques Parizeau en assume seul le fardeau. 2 jours plus tôt, Lisette Lapointe savait ce qu'allait dire le premier ministre en cas de victoire du oui, mais n'avait pas idée de ce qui arriverait si le non devait l'emporter. Vous avez lu, vous, les discours, parce qu'il y en a 2, certainement. Hein? Il y en a un pour le oui, puis il y en a un pour le non. Vous les avez lus? J'ai lu celui pour le oui. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait terminées. Il veut regarder ça en fin de journée. Il y a des messages aussi qu'il veut envoyer aux Québécois. Alors, il y a des choses qui devront se faire là, en fin d'après-midi. Vous savez, souvent, c'est à la dernière minute. Jacques Parizeau, on lui prépare des notes, on lui prépare d'excellents discours, mais en bout de ligne, c'est lui qui met la touche finale, c'est lui qui rend le discours, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va dire. Puis ça va se faire vers 7h, 8h ce soir. Vous allez l'aider là-dedans? Vous travaillez avec lui en ce moment? Il teste avec vous, des fois, les lignes? Bien sûr. Il me demande, bon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est assez fort? Est-ce que c'est assez clair? Bien sûr, écoutez, on travaille ensemble, là. Ça, c'est le jour de notre vie aujourd'hui, là. 15 ans après le référendum qu'a piloté René Lévesque, Jacques Parizeau a tenté à son tour cette semaine de faire l'histoire, comme il nous l'a expliqué en début d'émission. Et même dans l'échec, force est de constater que le premier ministre a considérablement bousculé les choses au Canada. La réaction en chaîne que semblent provoquer les résultats du vote de lundi, combinée à son départ, force l'ouverture d'un nouveau chapitre de l'histoire déjà très mouvementée des relations entre les Québécois et le reste du pays. Nous avons bien modestement tenté de vous présenter ce soir une première pièce au dossier qui permettra, je l'espère, de mieux comprendre ce qui est arrivé le 30 octobre 1995 au Québec.